l'intelligence artificielle et la data. Pourquoi ces technologies prennent une place si importante aujourd'hui? Dans notre podcast, nous retraçons le parcours de nos invités qui travaillent avec la data et l'IA. Ensemble, nous explorerons les enjeux actuels, les risques potentiels et les questions d'éthique liées à ces technologies fascinantes et controversées. Cultivez votre curiosité avec le podcast Data Rockstars. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et je suis manager de l'équipe Data Science chez Cybelle Angel. J'ai grandi en banlieue parisienne et dans un milieu qui était absolument pas scientifique, vraiment orienté sur la littérature, la peinture. Ma passion à côté de ça, c'était les chevaux. J'étais fan de chevaux et je voulais travailler dans le milieu équestre. Donc ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, ouais, en fait, rien à voir quand tu as commencé. Non, rien à voir. D'accord. Et comment c'est venu alors, petit à petit J'ai eu un prof qui m'a complètement lancé sur les maths. Un premier prof qui m'a lancé en 6e. Okay. Ensuite un deuxième encore en 4e. Et après j'étais partie branchée là-dessus. Et au moment de choisir entre le milieu équestre et les maths, j'ai pris les maths. Là, tu me dis en 6e, il y a eu un déclic grâce à un prof. Ça veut dire qu'avant, ça y était pas forcément. Pas du tout. Du coup, qu'est-ce que tu as percuté en fait grâce à ce prof-là? Je pense que j'ai percuté qu'on pouvait aimer ça et que c'était amusant et qu'il y avait des énigmes. Ça tient peut-être aussi au fait qu'en primaire, c'est pas du tout ce qu'on apprend en maths. On apprend vraiment plus le calcul. Et là, en arrivant au collège, il y avait un côté énigme qui s'est présenté que je trouvais fantastique. D'accord. Du coup, tu as suivi cette voie-là, tu es partie au lycée, tu as choisi du coup une filière scientifique, j'imagine? Oui, sans aucun doute. Ok. Après ce bac scientifique, comment tu t'es orientée? Alors ça, c'est une histoire que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est marrante. C'est que j'ai appris qu'il y avait un endroit qui s'appelait les classes préparatoires où on faisait 15 heures de maths par semaine. Alors qu'à la fac, c'était 15 heures de cours par semaine, en comptant aussi encore l'anglais, encore la physique, encore des choses. Et donc je trouvais que c'était fantastique, les classes préparatoires. Donc je suis allée en prépa. D'accord. C'est parce qu'en fait, il y avait ce gros bloc de mathématiques, quoi. Ouais. Du coup, tu es tombée vraiment amoureuse des mathématiques à ce moment-là, quoi. Exactement. Okay. Et après, tu as enchaîné comment pour l'orientation après cette classe prépa? Qu'est-ce qui t'a permis en fait de t'aiguiller? Alors en prépa, j'ai pris forcément la filière maths, physique. Et c'est plutôt en arrivant en prépa que j'ai compris qu'en fait ça préparait, c'était dans le nom, mais bon voilà, c'était pas ça qui m'intéressait, ça préparait à des grandes écoles. Et après, il y avait le choix de l'école à faire. Et il y a eu le directeur de Centrale Lyon qui est venu dans ma prépa et qui a présenté son école en disant à quel point pour lui la recherche c'était important et qui voulait faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'élèves de l'école qui s'orientent vers la recherche après l'école. D'accord. Et la recherche, pour moi, c'était l'endroit où on pouvait continuer à faire des maths pour de vrai. Et donc, c'était ça que je voulais faire. Est-ce que c'était vraiment uniquement la passion pour les maths ou la résolution de problèmes? Parce qu'en fait, grâce aux mathématiques, on peut résoudre des problèmes. Est-ce que c'était une curiosité pour les maths pures ou l'application réelle en fait des mathématiques dans le monde réel? C'était vraiment les mathématiques théoriques et même c'était un moment où j'étais dans une époque, dans une période où plus c'était appliqué, plus c'était sale, alors que la théorie c'était l'esprit pur, on devenait un esprit pur et c'était fantastique. Le fait que ce soit appliqué, c'était qu'après il y avait des gens qui voulaient en faire de l'argent, il y avait des gens... Je vois. Alors que la théorie, elle vivait pour elle-même et ça c'est... Et voilà. Alors, comment tu as découvert du coup la data science? On découvre ça comment? On découvre ça, dans mon cas, par un stage. Je savais que je voulais faire des maths. Ça commence à être récurrent. Mais sauf qu'en réalité, je savais pas tellement comment trouver un stage dans ce métier. Où est-ce qu'on appliquait les maths dans la vraie vie? C'était pas très clair, à part peut-être dans la banque. Alors du coup j'ai candidaté dans des stages en banque et j'ai été là-bas. Et c'est là que j'ai découvert comment on appliquait les maths dans le monde réel via notamment la data science.
Et comment tu t'es senti justement en fait, à cette première application par rapport à ce que tu disais, les maths pures, Ouais. quand on les met dans la finance surtout, on sent comment en fait les premières fois, c'est quoi les premières impressions, les décalages? Ça, c'est un moment où j'avais un peu plus lâché le côté théorie absolue, où il n'y a que ça de vrai. Et puis c'était un moment où je me disais, je le fais, mais de toute façon, après, j'irai dans la recherche. Donc voilà, c'est aussi une façon de... Il faut que je fasse des stages, je vais faire des stages. D'accord, par nécessité en fait. Un petit peu. Ok, je vois. Et au final, de voir ce que pouvait faire la data science, la puissance du côté divinatoire, ce qu'on arrivait à prédire et à deviner grâce à des simples petites données, j'ai trouvé ça tellement puissant que je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Et là vraiment je suis passée côté data science, Ouais. quand même avec l'idée de vouloir en faire de la recherche. Ouais. Il y a quand même des papiers de data science qui sont... faut s'accrocher un peu sur l'aspect mathématique pour suivre le papier de bout en bout. D'accord. Donc ça posait pas non plus problème sur l'aspect défi technique. Ok. Je me sentais pas, j'avais pas l'impression de descendre en défi technique. Donc c'était une option. Et puis il y avait quand même le côté, c'est tellement puissant qu'il faudrait peut-être en faire quelque chose pour aider les gens. Et donc trouver, ne pas simplement rester dans la recherche, mais peut-être faire de la recherche un peu appliquée pour être sûr que ce soit utile pour quelqu'un et pas que ça reste dans des cartons et que peut-être dans 50 ans, on en fasse quelque chose. Après cette mission, du coup, j'ai commencé une thèse en format, ce qui s'appelle CIFRE. C'est les thèses où on est à moitié en entreprise, à moitié en laboratoire, pour avoir ce côté appliqué et où j'ai une chance que ce que je fasse soit utile à quelqu'un. Ok. Du coup, c'était quoi ton domaine? C'était dans le domaine de l'éducation. Okay. C'était la recommandation de contenu pédagogique, de dire en fonction du niveau de l'élève, en fonction de l'objectif qu'il a, en fonction des contenus pédagogiques avec lesquels il a bien matché auparavant, qu'est-ce que je peux lui proposer dans ma banque de données. D'accord. Ma banque de contenu. En fait, la thèse n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai très péniblement décidé d'arrêter et de ne pas rester dans l'entreprise, d'aller voir d'autres choses. C'est quoi, c'est autre chose alors? Et l'autre chose, c'est la cybersécurité. Je suis arrivée en cybersécurité, toujours dans cette idée d'utilité. La data dans l'éducation, ça peut marcher, il y a certainement plein de choses à faire, mais le milieu est encore pas prêt pour ça. La donnée à n'importe quel format, il y a beaucoup de travail à faire autre avant qu'on commence à mettre de façon efficace des data scientists sur les sujets. Donc je voulais un peu aller voir d'autres domaines d'application et je suis arrivée en cybersécurité chez Cybelle Angel. Ok, chez qui tu es aujourd'hui encore? Chez qui je suis aujourd'hui encore. Donc tu passes de stage bancaire à une thèse de recherche dans l'éducation et aujourd'hui cybersécurité. Comment c'est possible de travailler dans des domaines aussi différents? Et c'est ça qui est incroyable avec la data science, c'est que la data science peut s'appliquer dans beaucoup de domaines. Et ce qui est plus important, moi par rapport à ce que j'apporte, c'est ma connaissance data science. Et après, pour que ce que je fasse soit utile et soit performant, robuste, etc. Là par contre, il faut que j'arrive à collaborer avec des gens qui ont une vraie expertise métier. Que moi je mettrais des années à construire. Je ne peux pas construire à la fois une expertise data science et à la fois une expertise métier. Donc moi j'apporte la partie data science, mais je ne peux pas travailler toute seule. Il faut que j'ai vraiment quelqu'un qui m'apporte l'expertise métier. D'accord. Du coup, en fait, c'est une collaboration directe avec des gens qui gèrent justement leur job et ils ont vraiment en fait un vrai retour. Ouais. Et à partir de là, en fait, toi, tu peux exploiter les données qu'il y a et pouvoir construire quelque chose. Et c'est eux qui vont pouvoir me dire ce que tu fais, ça respecte un certain niveau de robustesse qui est OK par rapport à notre domaine. Ce que tu fais, c'est performant ou pas. Et en fait, chez Cybelle Angel, vous faites quoi exactement pour sa destination des entreprises, j'imagine? Oui, c'est à destination des entreprises et ce qu'on fait, ça va être de trouver les documents qui ont été mis malencontreusement sur Internet. Et nous, on va scanner tout Internet en permanence et on va aller pouvoir retrouver, je dis documents pour parler au sens très large, mais ça peut être
des sites web que le service IT ne sait pas qu'ils sont ouverts et donc ne sont pas compliant avec les normes qu'ils sont censés respecter. Ça peut être un document qui a été mis sur un serveur sans mot de passe par accident, qui contient des plans, qui contient tout ce qu'on veut. Ça peut être un mot de passe qui est oublié sur un truc de partage de fichiers. D'accord. Et nous, on ne scanne pas ce qu'ils ont chez eux, on scanne tout l'extérieur et on les prévient quand il y a quelque chose à l'extérieur qui les concerne. Mais comment vous savez que ça leur appartient? Alors déjà, on va utiliser une technologie de mots-clés et après, c'est la magie data science. On regarde les documents et on analyse. Et comme là, c'est le moment où c'est assez intéressant d'ailleurs dans ce qu'on fait, c'est qu'on promet aux clients qu'on leur trouve beaucoup de choses, à peu près tout, et qu'on leur envoie que des choses qui sont qualifiées, qui les concernent pour de vrai et où il y a un vrai risque. Okay. Et sauf que ça, là, on arrive à un problème côté data science parce qu'on ne peut pas avoir pas de faux positifs et pas de faux négatifs, ce qu'on appelle. Donc en fait, la data science ne peut pas fonctionner toute seule. On va être obligé de travailler avec des humains. Et donc, plus logiquement, la data science va s'occuper de faire le gros du boulot parce que c'est là que c'est le boulot qui est déjà pas intéressant, parce qu'on enlève tout ce qui est forcément pas intéressant pour le client. Et en plus, c'est là où il y a du volume. Et donc, si on se mettait à mettre des humains là-dessus, le prix de la solution, il serait un peu trop élevé pour les clients. Et c'est comme une assurance, donc en fait, c'est plus intéressant pour le client. Donc, la data science s'occupe d'enlever tout ce qui ne concerne pas le client de façon certaine. Et dès qu'on a un doute, on va demander à nos experts, qui sont les experts métiers dont je parlais tout à l'heure. Je voulais ramener en fait ce que tu viens de dire à ce que fait Civil Angel en fait aux citoyens. Est-ce que les citoyens, par exemple, ils ont les possibilités de faire appel à des sociétés comme ça, justement pour savoir ce qui traîne sur Internet? Est-ce que on a le droit déjà? Est-ce que légalement c'est possible ou pas? Je pense que ce serait possible, oui. D'ailleurs, dans les entreprises qu'on surveille, pour lesquelles on surveille en tout cas plutôt, pour les personnes les plus à risque, on surveille avec leur nom et prénom. Donc c'est quelque chose qui est possible. Est-ce qu'on aurait envie de le faire pour une personne, imaginons même une personne très riche qui aurait les moyens de se payer le service, est-ce qu'on voudrait le faire? Je sais pas. Je pense que ça dépendrait aussi un peu de qui c'est. C'est l'avantage d'être une entreprise privée, c'est qu'il y a des clients à qui on peut dire non si jamais c'est des personnes qui demandent ça pour des raisons avec lesquelles on ne serait pas d'accord. Ouais. Mais je sais que quand je suis arrivée, c'est quelque chose où on réfléchissait à offrir ce service aux employés. Okay. Ce qui n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt parce que la personne lambda n'a pas forcément beaucoup de documents privés qu'elle aurait oubliés sur Internet. Mais c'était aussi un peu pour le fun. Vu qu'on n'est pas tous experts en data science et en cybersécurité, à notre niveau, utilisateur lambda du téléphone et des différents réseaux sociaux, quels seraient les bons réflexes à avoir avec ces outils pour éviter les fuites de données, ce genre de choses? Par exemple, à ton niveau, toi, tu mets des choses en place? Les choses auxquelles je fais attention et que je pourrais recommander, je recommande autour de moi déjà de faire attention, c'est de ne pas utiliser n'importe quel fournisseur. Et typiquement, je ne suis pas une grande fan de Google. Dès que je peux éviter Google, j'évite Google. Après, j'ai pas non plus une assez grande motivation. J'ai un téléphone qui n'est pas Apple. Pas une assez grande motivation pour aller installer encore un autre OS. Donc il y a des choses que j'accepte. Et j'ai configuré un nouvel ordinateur il y a 4 jours et j'étais très choquée de toutes les questions qu'il me posait sur comment déverrouiller votre ordinateur avec Face ID. Non mais hors de question, je fais pas assez confiance à comment il va gérer ma donnée parce que je ne sais pas comment il va le faire. Mais c'est toujours un compromis entre j'ai pas de maîtrise et je sais que ça peut m'échapper. Et en même temps, la feature qu'il propose, c'est sûr que Face ID, je peux comprendre que pour certaines personnes qui se disent « Ah bah trop cool, j'ai plus besoin de me souvenir de mon mot de passe » et j'ouvre le truc et ça s'ouvre, j'ai pas besoin de retaper à chaque fois.
Et voilà, chacun fait son compromis. J'ai parfois l'impression que l'univers de la data et de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'écologie. On sait que c'est important, mais ça reste relativement opaque. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément les différents écosystèmes, qu'est-ce qui est mis en jeu, etc. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait plutôt au gouvernement d'informer là-dessus, par exemple? C'est vrai qu'ils en parlent très peu, parce que c'est quelque chose en fait, que la population n'appelle pas, parce qu'il y a très peu de sensibilisation. Tu disais l'écologie et la notion de data sont parallèles. Je suis plutôt d'accord, mais en disant qu'il y a un retard sur la data. Les gens n'ont pas du tout conscience de ce qu'on peut faire avec quelques métadonnées. C'est vraiment très très puissant. Et parce qu'en fait, il suffit. Moi, je ne vais pas donner mes données, mais en fait, je suis obligée de donner un minimum qui vont permettre de dire, OK, toi, tu ne me donnes rien, mais j'en sais assez pour savoir que tu ressembles à la personne qui est là-bas. Et la personne qui est là-bas, par contre, je sais beaucoup plus de choses sur elle. Donc, je vais extrapoler. Et c'est des notions d'échelle qui vont faire le fait qu'ils sachent sur beaucoup de monde. Par exemple, moi, je vais me dire que plein de features sont inutiles, je vais les bloquer, mais il y a celle-ci qui me rend la vie pratique et franchement, bon, là-dessus, je fais un compromis. D'accord. Mais la personne qui me ressemble, elle n'a pas non plus exactement la même vie, elle fait un compromis sur une autre feature et elle donne d'autres genres de données. Et on s'échange. C'est un Rubik's Cube. Et voilà. Et donc, c'est ça, effectivement, pour le coup, moi, je pense que le RGPD, c'est quelque chose qui nous protège quand même pas si mal, le règlement général de la protection des données, et que ça, sans l'Europe, on n'aurait pas pu le faire. Un pays à l'échelle unique qui fait ça, les gens mettent pression, les grosses entreprises font pression en menaçant de se retirer. Ils ont essayé de faire ça avec l'Europe, sauf que comme c'est 20% ou 25% de leur marché, personne ne les a crus, et donc on a fait le RGPD quand même. Mais un pays tout seul, je pense qu'il n'a pas en tout cas un pays en Europe, il n'a pas assez de force de frappe et de force monétaire en échange pour dire non, je le fais quand même. C'est quoi les grands chantiers à construire là pour la data et l'intelligence artificielle à faire selon toi? C'est l'éthique. L'éthique et arrêter de construire des intelligences artificielles sans trop se demander qu'est-ce qu'on va en faire et à quoi elles servent. C'est quoi les gros problèmes d'éthique là, par exemple, ceux que tu peux me citer les plus rapidement possible qui te viennent en tête? Ce qui me vient en tête, ça va être très lié à ChatGPT, vu que c'est le truc en ce moment. Ouais. Ils ont fait quand même déjà pas mal d'efforts. Le fait que maintenant, ChatGPT va apprendre pour toi si tu l'utilises, mais il ne va pas transférer ce qu'il apprend en te parlant à toi à quelqu'un d'autre. Ce qui était un des problèmes des autres chatbots qu'il y a eu avant, où on avait des petits malins qui faisaient des raids et qui faisaient apprendre à l'IA des choses qu'ils trouvaient très marrantes, qui étaient pas très marrantes en réalité. Et donc ça, ils ont pensé à le bloquer pour éviter cette dérive-là. Mais en réalité, on est toujours dans une problématique on a mis ChatGPT pas tout à fait en open bar. D'ailleurs, il faut fournir son mail et son numéro de téléphone pour y avoir accès. Donc moi, j'ai pas testé, par exemple. Et en réalité, je comprends pas qu'on fasse ça parce que ils sont pas du tout posé la question de où est-ce que ça peut être utilisé, par qui, comment, quel est l'objectif. On va changer un peu de sujet pour aborder une thématique un peu différente maintenant. J'aimerais qu'on fasse un arrêt sur une de tes expériences. C'est que tu es co-organisatrice pour Women in Machine Learning and Data Science à Paris. Alors justement, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste et comment tu as rencontré Women in Machine Learning and Data Science? Oui, alors Women in Machine Learning and Data Science, j'ai découvert ça via, de toute façon, en fait, c'est un réseau Meetup. Donc un jour, je suis allée à un Meetup et c'était WeMailJS. On va dire WeMailJS, ce sera plus simple. Et j'ai été complètement embarquée par le dynamisme des organisatrices qui était vraiment
qui prenait soin des speakers, qui prenait soin du public. Je trouvais que c'était une communauté qui faisait pas mal envie. Et donc j'ai commencé à venir à tous les meet-up jusqu'au moment où elles m'ont proposé de rejoindre l'équipe organisatrice. D'accord. Et ça consiste en quoi alors? Quand on se réunit, on fait quoi? Concrètement, ce qu'on fait le plus souvent, ça va être l'organisation de meet-up, donc ces événements qui passent sur la plateforme Meetup où on propose à des gens qui sont intéressés de venir écouter des talks. Ces talks-là, chez nous, ils sont faits que par des femmes ou des personnes non binaires. Et par contre, après, dans le public, on est super content d'accueillir tout le monde. Et c'est d'ailleurs une de nos assez grandes fiertés qu'on a plus de 40% d'hommes qui viennent. Donc dans le public, on arrive à être 50-50 à peu près. Ça, c'est assez chouette. Qu'est-ce qui a poussé en fait à sa création, à sa naissance à Paris en particulier? Parce qu'il y avait, ils appellent ça chapitre, donc il y avait plusieurs chapitres en fait à travers le monde, en Inde, etc. Et puis en fait, d'ailleurs, je trouvais ça assez étonnant, en Inde avant Paris. Et du coup, pourquoi en fait en particulier, pourquoi en fait il y a eu ce besoin-là à Paris? Il y a ce besoin-là à Paris parce qu'il y a ce besoin-là dans le monde entier. Yes. Et effectivement, c'est quelque chose, c'est une organisation mondiale qui a été lancée, je ne sais plus exactement quand, vers 2015 je crois, aux US. Ouais. Et après, qui a fait des petits un peu partout dans le monde. Et vraiment, effectivement, donc, en Inde et à pas mal d'autres endroits qui sont parfois un peu surprenants. Ouais. Et c'est super chouette de voir que ça naît quand même. Ouais. Il y a au moins l'espace pour faire ça. Peut-être pas l'espace pour tout faire pour les femmes, mais il y a au moins l'espace pour cette revendication-là. Ouais. Et on pourrait croire qu'on était en France, peut-être dans un milieu tech qui est plutôt plus jeune, on pourrait être à l'abri d'un certain... à l'abri de certaines choses, et en fait c'est pas le cas. Okay. Donc d'où la nécessité d'avoir Women LDS pour mettre en avant les femmes, faire en sorte qu'elles ne partent pas de la tech, parce que c'est quand même un des gros chiffres. C'est que vraiment au bout d'un certain temps, quand on entre dans la tech, je crois que c'est quelque chose comme 30% des personnes sont des femmes, et plus on regarde dans l'ancienneté, et moins il y a de femmes, parce qu'elles partent du milieu, tellement il est peu accueillant. Peu accueillant. D'accord. Peu accueillant. D'accord. Alors comment ça s'explique ce peu accueillant? Est-ce que c'est parce que c'est misogyne, c'est sexiste dans l'environnement? Est-ce qu'il n'y a que ça, ou est-ce qu'il y a aussi les questions de salaire? C'est quoi les problématiques, par exemple, qu'on rencontre en tant que jeune femme qui commence en fait dans le métier, etc. Par exemple, toi, tu as eu des murs en fait qu'il fallait abattre pendant ton cursus? C'est toujours difficile de se demander est-ce que vraiment j'ai eu un mur ou est-ce que c'était une conjecture particulière. Quelque chose que j'ai appris assez récemment, on dit beaucoup que les femmes sont moins payées parce qu'elles demandent moins. Et en fait, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on leur dit plus facilement non. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise non et qu'après, par contre, j'apprenne que dans le reste de l'entreprise, les salaires ne sont pas tout à fait égaux, quoi. Il y a eu Figures qui a fait une étude avec 15 Tech, et je crois que c'était avec eux. Ouais. Figures, donc cette application qui collecte de leurs clients les salaires et qui en échange mettent à disposition les salaires de tous leurs autres clients. Enfin, c'est une mise en commun, quoi, en échange. Et donc il y a commencé à avoir pas mal de données et ils sont capables de faire des stats assez intéressantes. Et ils montrent qu'encore aujourd'hui, il y a encore des différences. Et si on regarde dans toutes les entreprises, au niveau des fondateurs, au niveau des VP, des C-level, c'est le cas partout dans la tech. C'est beaucoup plus rare de voir des femmes, c'est beaucoup plus rare de voir des personnes non blanches. Alors, la data aussi peut accentuer justement le sexisme. Est-ce que tu peux m'expliquer comment des jeux de données peuvent faire naître un biais sexiste? Alors, dans la data, ce qui est marrant, c'est qu'il ne va pas forcément naître, la data science, ce que ça fait, c'est vraiment reproduire le passé pour aller prédire le futur. Et donc, en fonction de cette prédiction, on va prendre certaines décisions. Et si dans notre dataset qu'on a collecté de façon honnête
Bah oui, mais si on collecte de façon honnête, on collecte le monde autour de nous et le monde autour de nous, il est encore sexiste. Donc, en fait, notre dataset, on l'a construit et si on, de façon honnête, mais il est sexiste. Et Je vois. voilà. Pour conclure, j'aimerais te poser une dernière petite question pour cette journée du 8 mars pour nos auditrices. Pour bien vivre ce métier, quels conseils tu leur donnerais à toutes celles qui souhaitent s'orienter dans la data science et puis comment s'entourer dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas forcément? Quels seraient les bons réflexes, si je puis dire? Eh ben, déjà j'ai envie de leur dire qu'elles ont leur place et que ça, il n'y a pas de doute à avoir et qu'elles ont leur place aussi dans des milieux, dans des postes techniques. Parce qu'à nouveau, dans les métiers de la tech, souvent les femmes, elles sont au marketing, elles sont au RH. Et non, il faut que si elles font ça, du marketing pour se dire je vais travailler dans la tech, parce que ce qui les intéresse c'est la tech, bah, qu'elles viennent faire les métiers techniques, elles ont leur place et ça va les intéresser. De ne pas hésiter là-dessus. Et l'autre conseil, c'est de dire que j'espère pour elles qu'elles seront toujours dans un milieu qui sera accueillant. Mais si elles tombent dans un endroit qui ne l'est pas, déjà on est dans un niveau de marché où il ne faut pas s'enfermer, il faut partir, il faut aller voir ailleurs. On a cette chance-là, bah faut l'exploiter. Tant pis, c'est pas grave, si on a fait 6 mois sur un poste, il faut partir s'il y a besoin de partir. Et qu'il y a plein de communautés sur Meetup ou alors sur Twitter ou partout où ne pas se sentir seul. Sur Slack, il y a beaucoup de moyens de soit, que ce soit en virtuel ou en réel, d'être entouré et que c'est les endroits que je trouve les plus drôles peut-être. Cool. Et donc par exemple dans cette communauté, il y a bien sûr WeMailDS, nous on a nos meet-up à Paris 5-6 fois par an je dirais. Donc on l'affiche sur notre page Meetup, on en parle sur LinkedIn, on en parle sur Twitter, on en parle partout. Et donc de ne pas hésiter à venir nous rejoindre et faire connaissance là-bas. Super. Je te remercie infiniment pour ce podcast. C'était super cool de discuter avec toi. Ouais, merci. J'ai appris plein de C'est trucs. amusant comme exercice. Et j'espère qu'on aura appris plein de choses à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Data Stories.